L'histoire de Beyoncé Knowles, elle commence le 4 septembre 1981 à Houston, aux États-Unis. Son père s'appelle Matthew Knowles. À la base, le job de Matthew, c'est d'être commercial. Et la mère de Beyoncé, elle s'appelle Celestine Ann, mais comme c'est un peu long, tout le monde l'appelle Tina. Et le nom de jeune fille de Tina, c'est Beyoncé. Et c'est comme ça que les parents de la future star vont avoir l'idée de l'appeler Beyoncé. Alors avant d'être maman, Tina travaille dans une banque, mais un an après la naissance de Beyoncé, Tina quitte son taf pour ouvrir son propre salon de coiffure. Le couple Knowles gagne plutôt bien sa vie, on est sur un bon cliché de la petite famille américaine. En 1986, Beyoncé vient d'avoir une petite sœur, elle s'appelle Solange, et les deux filles vont vite devenir comme ça. Et quand elle est en maternelle, Beyoncé apprend une chanson et elle va la chanter à sa maman. Et pour Tina, c'est une révélation. À partir de ce moment-là, toute la vie de Beyoncé va être axée autour de la musique. Et cette passion va encore plus s'intensifier lorsque les parents de Beyoncé l'amènent voir un concert du roi de la pop, j'ai nommé Michael Jackson. Quand elle a 7 ans, Beyoncé chante pour la chorale de son église. Mais elle est très timide. Alors ses parents décident de l'inscrire à un cours de danse pour qu'elle prenne un peu confiance en elle. Sa prof de danse s'appelle Darlette Johnson et elle va changer le cours de sa vie. And I was singing a song out of tune, and Beyonce finished the song for me, and she hit a note. And I said, sing it again. And now I remind you, she was a very shy girl. And how old was this? She was about maybe 6 or 7. Uh-huh. And she sang it, and when her parents came to pick her up, I said, she can sing, you know she can sing. Bon, j'avance un peu. On est maintenant en 1990, Beyoncé a 9 ans et ses parents l'inscrivent à l'école Parker, qui est connue pour encourager les talents musicaux de ses élèves. Bon move. Elle va se faire rapidement pote avec Latavia Robertson, avec qui elle adore chanter. Et un jour, les parents de Beyoncé vont décider de faire passer une audition aux deux jeunes filles pour qu'elles rejoignent un girls band, et ça marche. Beyoncé et sa pote arrivent à intégrer le groupe, et ce groupe s'appelle Girls Tyme. Et le groupe compte déjà 3 membres, Nina, Nikki Tyler et Ashley Tamar Davis, mais l'importance de ces meufs est assez secondaire dans l'histoire de Queen Bee, puisque rapidement, c'est elle, Beyoncé, qui va devenir la chanteuse principale du groupe. Et un peu plus tard, une autre fille va les rejoindre, elle s'appelle Kelly Rowland, elle vient d'une famille un peu compliquée, alors un jour, les parents de Beyoncé décident de l'accueillir chez eux, et Beyoncé la considère rapidement comme sa deuxième sœur. À partir de là, les 6 chanteuses de Girls Tyme s'entraînent comme des malades. Et le groupe devient un vrai projet de famille. Matthew, le père de Beyoncé, il les coach. Tina, sa mère, s'occupe de leur tenue. En fait, à cette époque, la vraie manager du groupe s'appelle Andretta Tillman. C'est une femme d'affaires. Mais bon, Matthew, c'est un type assez contrôle fric. Et il s'implique vraiment beaucoup dans la vie des Girls Tyme. Les filles s'entraînent et elles s'inscrivent à l'émission Star Search, qui est un des nombreux ancêtres de The Voice ou de X Factor. Malheureusement, ça prend pas. It was unfair because we knew we were going to win. We were kids, you know. But it was a wonderful lesson to be so young because it's reality. Et il y en a un autre qui est déçu, c'est Matthew. Il va voir la manager, Andretta Tillman, et il lui dit « Voilà, je veux m'occuper des Girls Tyme. » Genre avec elle. Bon, Andretta finit par dire oui. En même temps, elle a pas trop le choix, parce que si elle refuse, Matthew menace tout simplement d'enlever Beyoncé du groupe. Et en fait, Matthew va finir par s'occuper seul des Girls Tyme, car cette manager décédera quelques années plus tard d'un cancer. Pour Matthew, c'est aussi l'occasion de changer un peu le fonctionnement des Girls Tyme. Déjà, les 3 filles qui formaient le groupe de base se cassent, et une ancienne camarade de classe de Beyoncé, Letoya, Luckett, rejoint le groupe. Et à partir de là, ça déconne zéro. Matthew devient un manager insup. Il organise des entraînements hyper durs. C'est donc un grand sacrifice pour très peu de certitude. Après, là, on est dans les années 90. Et la façon de faire la promo des artistes a pas mal changé depuis. Si à l'époque, Matthew avait eu un outil comme Odoo, qui est mon partenaire pour cette vidéo, il aurait certainement fait percer les Girls Tyme un peu plus vite. Odoo, pour info, c'est un logiciel qui permet de gérer votre activité, y compris la création et la gestion d'événements. Grâce à Odoo, vous pouvez gérer plein de types d'événements, des conférences, des festivals, des webinaires. Qui dit webinaire? Des expos, des œuvres de charité et bien plus encore. Odoo facilite grandement la gestion de vos événements, la vente de tickets, la communication et même la promotion de l'événement via le site internet. Odoo, en fait, c'est une suite d'applis diverses et variées. La première est gratuite à vie, donc vous pouvez créer vos événements et les gérer sans aucun frais. En vrai, si vous avez une asso, un BDE, un projet ou même une boîte, allez-y, essayez Odoo,
Vous me connaissez, je teste toujours les produits de mes partenaires. Pour revenir au Girls Time, j'ai donc créé le site que Mathieu aurait pu créer à l'époque. Je vous laisse aller voir, qui sait, peut-être que si vous commandez des places, vous recevrez une petite surprise dans votre boîte mail. Merci à Odoo de soutenir ma chaîne et mes vidéos. Pour revenir sur les Girls Time, Mathieu commence à les encourager à écrire leurs propres chansons. Alors pour Beyoncé, c'est facile, elle s'inspire des conversations des clientes du salon de sa mère qui parlent beaucoup de leur relation avec les hommes. Les filles progressent, mais maintenant, il faut percer. Et pour ça, Mathieu va convaincre Teresa, la Barbara White, qui est chargée de recruter des jeunes talents pour la maison de disques Columbia Records, de venir écouter les Girls Time à Houston. Et ce jour-là, manque de bol, les filles ont la voix enrouée. Teresa n'est pas convaincue, mais Beyoncé et ses potes ne lâchent rien. Elles se remettent tout de suite au boulot, et Mathieu va prendre une décision radicale, il quitte son job. Ça marche pas, mais il quitte son job quand même. Il veut devenir le manager des Girls Time à temps plein, alors même que ça rapporte que dalle. Il faut y croire. C'est beau. La première décision de Mathieu, en tant que manager pro, c'est de rebaptiser le groupe. C'est vrai que Girls Time, c'était un peu pété comme nom. Et c'est les filles qui vont décider du nouveau nom. Le groupe s'appellera désormais Destiny's Child, les enfants du destin. En fait, il faut savoir que Beyoncé et ses amies sont très croyantes. Elles vont même souvent à l'église, et ce mot, Destiny, c'est le premier qu'elles lisent en ouvrant un jour la Bible. Petit tips, si un jour vous cherchez un nom de groupe, la Bible direct. Bon, forcément, depuis que Mathieu a quitté son job, les Knowles s'y retrouvent quand même vachement moins bien. Tina est obligée de faire des heures sup au salon, et ils sont même obligés de vendre leur maison pour s'installer en appartement. Mathieu est tellement insupportable que Tina et lui vont finir par se séparer, ce qui est hyper dur pour Beyoncé et sa sœur. Mais voilà. En 1997, Teresa, la Barbara White, vous savez la meuf qui déniche des talents pour Columbia Records, elle demande de revoir les Destiny's Child. Cette fois-ci, les 4 filles prennent un billet d'avion, elles vont à New York, et ça fonctionne. Beyoncé et son groupe, les Destiny's Child, ont 16 ans et elles signent avec ce label mythique qu'est Columbia Records. Le label a quand même dans son catalogue Michael Jackson et Mariah Carey. On est en juillet 1997, le premier single des Destiny's Child sort et ça s'appelle Killing Time. Ce titre fera même partie de la BO de Men in Black. Pour un premier single, la barre est placée directement très très haut. Mais le label regrette pas. Quelques mois après, début 98, le premier album des Destiny's Child sort et il va se vendre à 500 000 exemplaires. C'est un premier album, c'est hyper encourageant. Évidemment, la vie des 4 filles change du jour au lendemain. Elles découvrent les voyages à l'étranger, les hôtels de luxe. Elles vivent un rêve éveillé, et pour Beyoncé, c'est que le début. Puis bon, avec tout ça, les parents de Beyoncé sont rassurés. Financièrement, a priori, ça va le faire. Alors ils font la paix, et Mathieu revient vivre dans l'appartement de Tina. Mais pour les Destiny's Child, il n'y a pas de temps à perdre. Après la folie du premier album, elle retourne en studio pour enregistrer le deuxième. L'album s'appellera The Writings on the Wall, et c'est d'ailleurs dans ce deuxième album qu'il y a un titre qu'à la base, Beyoncé n'aime pas du tout quand elle écoute la première maquette. Un titre qui pourtant va devenir mythique. Ce titre, c'est ça. Tout semble donc aller plutôt pas mal pour les Destiny's Child. Ça avance, elles voyagent, elles gagnent du fric. Leurs 2 albums cartonnent, mais le 14 décembre 1999, tout bascule. En fait, ce jour-là, LeToya et Latavia envoient une lettre à Mathieu, leur manager, mais aussi et surtout le père de Beyoncé, pour lui annoncer qu'elles ne veulent plus bosser avec lui. Pour elle, il se comporte de manière injuste. Il privilégie à mort Beyoncé et Kelly, qu'il considère comme sa 3e fille. Il les chouchoute, mais aussi sur le plan matériel et financier. Alors il y a un peu de débat là-dessus. D'autres sources disent que les 4 filles ont toujours gagné la même chose. En tout cas, Mathieu va pas bouger. Et du coup, Latavia et LeToya quittent le groupe. Alors Beyoncé et Kelly sont un peu au bout de leur vie, mais faut se bouger. Les meufs sont plus que 2 dans le groupe, et le tournage du clip de Say My Name, qui démarre en flèche, est prévu depuis longtemps, ça va être de la folie, alors il est hors de question de prendre du retard. C'est comme ça que pour remplacer LeToya et Latavia, 2 nouvelles chanteuses rejoignent les Destiny's Child, Michelle Williams et Farrah Franklin. Alors le clip est tourné, ça se passe, mais 5 mois après, Farrah quitte le groupe, encore une fois, à cause de Mathieu. Mais Michelle, elle, va rester. Elle se sent plutôt bien en fait. Elle s'est intégrée, les meufs lui laissent un peu d'espace. Le groupe Destiny's Child atteint avec ce trio sa forme ultime, Beyoncé, Kelly et Michelle. Pour Beyoncé, toute cette période est vraiment merdique. Aux yeux du public, tout le bordel au sein du groupe, c'est de sa faute. And people were blaming it on me, and I would have to read all this crazy stuff. And I didn't want to get out of the bed, and I was depressed, and I didn't eat, and I stayed in my room for like a month. That was really bad. Every time I think about it, it's just sad. Elle a 17 ans, elle se prend v'là des haters sur la tronche, elle se sépare de son premier mec, bref, elle est au bout de sa life. Mais ça va pas durer longtemps, parce qu'on est en 2000 et son groupe cartonne. Le groupe décroche la récompense de l'artiste de l'année au cours de la prestigieuse cérémonie des Billboard Awards. Oh my God! Et
Quelques mois plus tard, en octobre, le groupe sort son nouveau single, Independent Woman Part 1. Ce single prend la première place du classement du magazine musical Billboard pendant 11 semaines consécutives. Quelques mois après, on est en février 2001, les trois filles chantent pendant la cérémonie des Grammy Awards. Si vous connaissez pas, c'est genre les victoires de la musique, mais aux States, donc plus fat. Il y a genre Madonna au premier rang. Elles sont hyper impressionnées et les Destiny's Child reçoivent comme ça leur tout premier Grammys Awards. Et j'ai dit Grammys. Et en vrai, c'est grâce à Say My Name. Donc là, Beyoncé, finalement, elle se dit, bon, Say My Name, en fait, ça va. On est en février 2001, les Destiny's Child sortent un nouveau single tiré de leur troisième album, et ce single, c'est ça. Cette chanson, comme la plupart, c'est Beyoncé qui l'a écrite. Et en fait, dans le texte, elle parle clairement de l'embrouille avec Latavia et le Toya. Écoutez-moi bien, en 2 ans, l'album Survivor se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. C'est une dinguerie. Les trois meufs sont sur un petit nuage et elles s'envolent. Carrément, quand on leur propose un truc de ouf, chanter devant leur idole, Michael Jackson. Michael organise une petite fête pour son anniversaire. Beyoncé a 20 ans et elle va réaliser un de ses plus grands rêves. En 2002, Beyoncé entre carrément dans l'histoire. Elle devient la première femme noire à remporter le titre de meilleur auteur pop de l'année, décerné par l'ASCAP, c'est la Société américaine des compositeurs, auteurs et diffuseurs. Stylé. En plus des Destiny's Child, Beyoncé commence tranquillement une petite carrière d'actrice. Enfin, petite. En 2002, elle décroche un rôle important dans une comédie qui est complètement jetée, Austin Powers in Goldmember. C'est Cléopâtre, and I'm a whole lot of woman. La BO de ce film, c'est aussi le premier single solo de Beyoncé. Ça s'appelle Work It Out et c'est un succès relatif, disons. Relatif parce que Destiny's Child sort tellement des bangers, passer en solo c'est compliqué. Et à la fois, les trois membres du groupe sentent que ça commence un peu à les démanger. Elles aimeraient savoir ce qu'elles valent, chacune de leur côté, en solo, sans le groupe. Et elles font un move intéressant. Destiny's Child reste un groupe, mais le groupe prend une pause de 3 ans pour qu'elles puissent développer chacune de leur côté leur projet solo. Et côté vie perso, ça bouge un peu pour Beyoncé. En fait, en 2000, elle fait une séance photo pour le magazine Vanity Fair et elle tombe sous le charme d'un certain Sean Corey Carter. Et là, comme ça, vous dites, ouais, ok, un mec inconnu au bataillon. Pas du tout, c'est Jay-Z. Il a 12 ans de plus qu'elle et c'est un rappeur et producteur hyper connu. Et lui aussi, il a un crush sur la jeune et très belle Beyoncé. Le problème, c'est que, ils habitent à 2500 km l'un de l'autre. La distance, tu connais. C'est pas hyper pratique pour un début de relation. Alors ils s'appellent tous les jours pour se raconter un peu leur vie. Et c'est comme ça que, progressivement, les deux superstars tombent amoureuses. Mais leur idylle, pour le moment, reste secrète. Ils ont pas envie d'avoir les médias sur leur dos. Ils veulent avoir la paix. Normal. On est en 2002. La chanson Bonnie and Clyde sort et c'est le premier duo de 2 artistes de folie, Beyoncé et Jay-Z. Comme par hasard, je vous l'ai dit, ils parlent pas publiquement de leur relation, mais il suffit d'écouter les paroles. D'autant plus que l'année suivante, en 2003, Beyoncé sort son premier album solo. L'album s'appelle Dangerously in Love, dangereusement amoureuse, et dans cet album, il y a ce banger, toujours en feat avec Jay-Z. Crazy in Love fait partie des singles les plus vendus de l'histoire, avec un total de 8 millions d'exemplaires vendus. Beyoncé, à ce moment-là, passe dans une autre galaxie. En 2004, on lui propose d'interpréter l'hymne américain au Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain. Aux States, c'est un événement, même dans le monde. 1 an plus tard, elle est aussi invitée à chanter lors de la cérémonie des Oscars, et elle va chanter ce banger.
c'est pas une blague. Elle interprète vraiment la chanson des choristes aux Oscars. Et son accent français est un peu approximatif. C'est cadeau. Bon, et c'est à cette période aussi que Beyoncé et Tina, sa maman, qui à l'époque déjà faisaient les costumes, ensemble, elles sortent leur propre marque de vêtements. Ça s'appelle House of Deréon, et ça fait un peu polémique parce que la marque propose des vêtements en fourrure. C'est pas très strat. J'avance un peu, on est en 2004 et ça fait 3 ans. 3 ans que les Destiny's Child ont fait leur pause. Et donc, comme promis, Beyoncé, Kelly et Michelle vont se retrouver pour sortir ce qui sera leur dernier album, Destiny's Fulfilled and Loving It. Destin accompli et on a adoré ça. Bon, le message est passé. Pour finir en beauté, en mars 2006, les 3 potes vont à Hollywood pour découvrir leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est la fin des Destiny's Child, mais c'est que le début pour Beyoncé. Alors ça y est, Destiny's Child, c'est fini, et Beyoncé décroche un nouveau rôle au cinéma. C'est peut-être même le rôle le plus important de sa vie pour le film Dreamgirls. Elle joue un perso qui est inspiré d'une de ses idoles, la chanteuse Diana Ross, une des chanteuses afro-américaines iconiques du XXe siècle. Le film est nominé aux Golden Globes, aux Oscars, il est encensé par la critique. Bref, c'est le film qui fait dire aux gens « Ok, Beyoncé, c'est aussi une bête d'actrice ». Quelques jours après le tournage, Beyoncé s'attaque à son 2e album solo, B-Day, qui sort le 4 septembre 2006. B-Day, parce que c'est le jour de son 25e anniversaire. Cet album, il sera enregistré en seulement 3 semaines, pourtant il y a un max de tubes dedans, peut-être le plus connu c'est celui-là. Irreplaceable, c'est le single le plus vendu aux States en 2007. Et c'est dans ce clip d'ailleurs qu'on découvre les Sugar Mama, un groupe de musique entièrement féminin qui va suivre Beyoncé ensuite dans pas mal de ses tournées. L'année suivante, on est en 2008, et Jay-Z et Beyoncé se marient en petit comité avec seulement 40 personnes. Au menu, on n'est pas vraiment sur du 5 étoiles, il y a des plats créoles faits maison et du poulet frit qui vient d'une chaîne de fast-food assez connue, Popeyes, que Beyoncé adore. Côté pro, Beyoncé continue le ciné. Elle va jouer dans Cadillac Records, un film dans lequel elle va jouer Etta James, une chanteuse de blues qui était accro à l'héroïne. Et bon, Beyoncé, elle a jamais pris de drogue de sa vie, alors elle va visiter un centre de désintox à New York, le Phoenix House. Ce film va lui rapporter 4 millions de dollars et elle va offrir l'entièreté de ce gain au centre. Sympa. Le 18 novembre 2008, le 3e album de Beyoncé sort et il s'appelle I Am Sasha Fierce. Alors peut-être que vous vous dites what the fuck, sauf si vous êtes un grand fan de Beyoncé. Calmos, vraiment. Je vous explique. Beyoncé, je vous l'ai dit, c'est une meuf plutôt timide dans la vie. Alors, avant de monter sur scène, elle a un trac de ouf. Et pour réussir à surpasser cette peur, elle s'est créé un double, une autre personnalité qu'elle adopte juste avant de monter sur scène. Et cet alter ego, c'est Sasha Fierce. Sasha Fierce is kind of my alter ego on the stage, and it's like crazy in love, and the really sexy, fun, high fashion, it's like the personality I've created on stage while I'm performing. Alors là, peut-être que tu te dis, je connais pas Sasha Fierce, mais moi je vous dis, vous connaissez l'album. Si, tu connais l'album. Dans l'album, il y a ça. Il y a ça. Et bien sûr, il y a ça. Et en dehors de leur succès, Beyoncé et Jay-Z s'engagent politiquement. En 2008, ils soutiennent activement la campagne du démocrate Barack Obama. D'ailleurs, en janvier 2009, c'est Beyoncé qui va chanter pour le bal de l'investiture, pour accompagner la danse du nouveau couple de la Maison Blanche. Bon,
les années passent, les albums s'enchaînent, et le couple Knowles-Carter commence à avoir énormément de fric. En 2008, le magazine Forbes le nomme le couple le plus riche d'Hollywood. J'ai des chiffres, entre juin 2007 et juin 2008, le couple a gagné à eux deux 130 millions de dollars en un an. Mais Beyoncé est assez engagée pour venir en aide aux personnes les plus précaires. Elle a créé un organisme de charité lors de l'ouragan Katrina et elle a participé à la création de plusieurs banques alimentaires. En 2010, Beyoncé termine son immense tournée I Am, qui aura duré près d'un an. Et de retour chez elle, elle prend une décision radicale. Elle décide de tuer son double, Sasha Fierce. Ça y est, en fait, elle se sent suffisamment confiante pour pouvoir s'assumer pleinement sur scène, sans avoir besoin de jouer un rôle. Et alors qu'elle vient de passer 10 années de folie, elle prend une décision assez inhabituelle et pour le moins radicale, elle prend une vraie pause. Alors elle fait quoi? Elle peint et elle demande à Jay-Z de lui apprendre à conduire. Bon, et puis on dit jamais 203. Au cours de cette même année, elle prend encore une décision radicale. Elle décide de se séparer de son père comme manager. Matthew, vous l'aviez oublié, mais il était toujours là. En fait, ça fait plusieurs années que ça marchait plus trop. Il était toujours très autoritaire, il lui mettait trop la pression. Et puis bon, accessoirement, il est aussi accusé d'avoir un peu piqué dans la caisse. Jay-Z et lui pouvaient pas s'encadrer. Et c'est comme ça qu'en 2011, père et fille annoncent leur séparation professionnelle. En devenant sa propre manager, Beyoncé découvre un monde hyper compliqué et hyper stressant. I'm sleeping with my BlackBerry. I'm having dreams that I'm answering emails like it's that far, but it's gonna slow down. And I'm really learning, and hopefully I'll inspire other artists to take control, and hopefully I'll be able to pass my wisdom on to younger artists. Mais elle s'en sort super bien et le 24 juin 2011, elle sort son 4e album, sobrement intitulé Fall. Et dedans, il y a ça. Cette chanson, vous l'avez reconnue, elle célèbre la puissance des femmes. Et pour le clip, comme Beyoncé cherchait des nouveaux pas de danse, elle a passé son temps à scroller sur YouTube. Alors elle scroll, j'aurais pu s'abonner à ma chaîne, Gaspard G, faites-le, c'est pas encore fait. Elle scroll, et elle tombe sur des danseurs mozambicains. Elle kiffe leur style, elle kiffe leur move, et elle finit par les inviter pour danser sur son clip. I'm Beyoncé. Beyoncé. Yeah. The next challenge now is to put what we have Right. to you. Yeah, hopefully I can do it as well. 1, 2, 3. L'année 2011, c'est une année un peu spéciale pour Beyoncé. Bon, déjà, elle est couronnée artiste du millénaire aux Billboard Awards, mais aussi, elle tombe enceinte. Et bon, puisque toute sa vie c'est un show, elle va annoncer sa grossesse à ses fans durant les MTV Video Music Awards. L'annonce de cette grossesse, c'est un délire médiatique. Et le 7 janvier 2012, la petite Blue Ivy Carter naît dans un hôpital hyper sécurisé. Et quelques temps à peine après son accouchement, Beyoncé s'engage une fois de plus pour le président candidat Obama. Barack Obama brigue un second mandat, mais ça vous le savez si vous avez vu l'histoire de Barack Obama, c'est cadeau. En fait, c'est assez stylé, mais les Carter et les Obama, au fil des années, c'est devenu un petit groupe de potes. Beyoncé a même participé au programme de lutte contre l'obésité des enfants mené par Michelle Obama. Bon, elle s'est mangé quelques critiques dans la figure, parce que à côté de ça, c'était aussi l'égérie de Pepsi. Pepsi qui est une super boisson diète pour lutter contre l'obésité. Bon, c'est pas dingo, mais en soi, elle s'est mangé d'autres trucs dans la tronche. Une partie de sa fortune vient de ses collabs avec les marques. En 2008, Beyoncé était l'égérie de L'Oréal. La marque a été accusée de lui avoir blanchi la peau. Et Beyoncé se fait critiquer également parce qu'elle se lisse les cheveux et elle les teint en blond. Bon, en soi, elle fait ce qu'elle veut, mais pour certains, elle adopterait parfois des codes de beauté des femmes blanches, alors que Beyoncé est noire. Après, et à juste titre, je crois, beaucoup reconnaissent qu'elle sert de ouf la cause afro-américaine. Beyoncé, c'est une icône afro-américaine. Tellement badass qu'elle a des cours sur elle dans les universités. Je pense aux États-Unis, au Danemark et même en France, où l'école normale sup a donné un séminaire sur Beyoncé. Bref, retour en janvier 2013, Barack Obama est à nouveau élu, et Beyoncé est invitée à chanter l'hymne national lors de la cérémonie de son investiture. Franchement, c'est magnifique, c'est très beau. Le problème, c'est que c'est du playback. La question, c'est est-ce que Joe Biden savait? Et du coup, Queen Bee a répondu un tout petit peu après. I am a perfectionist, and one thing about me, I practice until my feet bleed, and I did not have time to rehearse with the orchestra. It was a live television show and a very, very important, emotional show for me, one of my proudest moments. And
Due to the weather, due to the delay, due to no proper sound check, I did not feel comfortable taking a risk. It was about the president and the inauguration, and I wanted to make him and my country proud. Un mois après, on est en février 2013, et là, Beyoncé va vivre un des moments les plus importants de sa vie. On lui propose de faire la mi-temps du Super Bowl. Et puis elle enchaîne avec une nouvelle tournée de Mrs. Carter Show World Tour. Et c'est une malade. Tous les soirs après son concert, elle va voir les techniciens, les musiciens, les danseurs, et elle leur fait une petite checklist de tout ce qu'il faut améliorer. C'est une ultra perfectionniste. Et à la fin de cette année 2013, elle sort un nouvel album qui s'appelle Beyoncé. On arrive en 2014, c'est une année de ouf pour Beyoncé. Elle fait une perf de dingue aux MTV Video Music Awards. Et surtout, elle marque les esprits en affichant en immenses lettres derrière elle le mot féministe. Alors aujourd'hui, tout le monde à peu près se revendique féministe. Mais en 2014, aux yeux de l'opinion publique, le mot faisait encore un peu peur. Et il faut souligner que c'était une prise de position particulièrement forte. Pour beaucoup, Beyoncé a participé à rendre le féminisme mainstream. Évidemment, il y a toujours des gens pour dire quelque chose. Et on reproche à ses chorégraphies hyper sexy de desservir la cause. Cette même année, Beyoncé et Jay-Z partent en tournée ensemble. Mais bon, on parle moins de la tournée que des infidélités de Jay-Z. La presse People en parle beaucoup, certaines musiques de Beyoncé sont assez explicites là-dessus. Bon, en tout cas, ils restent ensemble et la tournée remporte un vrai succès. Bon, j'avance un peu, on est en 2016. Beyoncé dévoile sa nouvelle chanson, Formation, qui est tirée de son 6e album, Lemonade, qui ne va pas sortir sur Deezer ou Spotify. En fait, Jay-Z a lancé sa propre plateforme de streaming, ça s'appelle Tidal. Alors pour soutenir l'initiative de son mari, Beyoncé offre à la plateforme l'exclusivité de son album. Ce qui me permet de vous dire que ces vidéos existent aussi en podcast, mais vas-y, moi je les ai mis sur toutes les plateformes. Bref, Lemonade, c'est aussi un film qui dure 1 heure, dans lequel Beyoncé parle de plein de sujets. Elle parle de ses problèmes de couple, mais aussi des combats des Afro-Américains contre le racisme. En 2017, Beyoncé annonce sa 2e grossesse sur Instagram, et surprise, c'est des jumeaux. Le post va battre un record de likes sur Insta avec 10 millions de j'aime. Elle va avoir une petite fille et un petit garçon. La petite fille s'appelle Rumi, et le petit garçon s'appelle Sir. 1 an plus tard, en avril 2018, Beyoncé devient la première femme noire en tête d'affiche du festival Coachella. It's my first time back home on the stage after giving birth. I'm creating my own homecoming. Elle va donner un show iconique en interprétant notamment Lift Every Voice and Sing, qui est considéré comme l'hymne afro-américain. Quelques mois après Coachella, Jay-Z et Beyoncé sortent un album ensemble. Ça s'appelle Everything Is Love et dedans il y a une chanson, mais surtout un clip de ouf qui s'appelle Ape Shit, qui a été tourné au Louvre et perso, j'adore ce clip. Je pourrais jamais être exhaustif, elle fait tellement de trucs, elle fait notamment des duos avec des petites stars, hein, Eminem, Ed Sheeran. Et puis on arrive en juillet 2022 où Beyoncé sort son 7e album, Renaissance, avec un premier single, Break My Soul. Et ce single, il a une importance puisque c'est cette chanson qui va lui permettre de devenir l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammys. Accessoirement, Renaissance devient l'album le plus écouté en France. Au moment où j'enregistre cette vidéo et au moment où vous allez la voir, elle sera d'ailleurs un petit peu parmi nous, puisque elle a prévu une date à Paris et une date à Marseille pour sa dernière tournée. L'histoire de Beyoncé, c'est l'histoire d'une jeune fille hyper talentueuse, encouragée par ses parents, devenue leader d'un groupe culte, les Destiny's Child. L'histoire de Beyoncé, c'est l'histoire d'une artiste complète, exigeante, perfectionniste, qui est devenue l'artiste la plus récompensée des Grammys. L'histoire de Beyoncé, c'est l'histoire d'une petite fille noire, passionnée, devenue une véritable icône féministe et afro-américaine. C'était l'histoire de Beyoncé.